j'espère pas. Donc, je suis Nicolas Libert, je travaille en anesthésie-réanimation à l'hôpital Percy, et particulièrement en réanimation. Et je travaille depuis quelques années sur la réanimation automatisée en particulier, mais je vais essayer de ne pas beaucoup parler de la boucle pour présenter le reste, justement, pour essayer d'avoir une vision. Alors, de quoi on parle quand on parle de robots en général? Donc, ce sont soit des dispositifs programmés, automatisés qui sont physiques, mécaniques, soit des dispositifs informatiques qui ont des capacités autonomes ou semi-autonomes. Ils sont désignés pour faire une tâche qui est le plus souvent répétitive, qui peut être dangereuse. En particulier, en médecine, on pense à la manipulation des médicaments dangereux comme les catécholamines, ou dans certaines situations à accessibilité limitée, notamment pour le transport ou le traitement de patients en zone isolée. Et on fait également du calcul complexe pour intégrer certaines réponses, en particulier pharmacologiques. Alors, la robotisation, c'est un sujet d'actualité, vous le voyez tous les jours dans les médias et dans les revues spécialisées, parce que c'est fortement synergique avec les statistiques modernes, avec le machine learning, avec l'IA. Quel intérêt? Alors là, c'est un peu la vision politique de l'intérêt de la robotisation et pourquoi les pouvoirs publics occidentaux poussent en Occident et en Asie sur la robotisation de la santé. C'est qu'ils ont trois grands avantages: la précision, l'efficacité, la sécurité, qui ne sont plus à démontrer. Mais maintenant est prise en compte une variable particulière qui est le manque de ressources humaines qu'on a dans les pays occidentaux, mais qui va toucher tous les pays assez vite, et en particulier l'Asie. Là, vous avez les courbes de démographie avec les prévisions les plus optimistes, quand on voit les calculs, qui montrent une décroissance de population à venir assez rapide, et en particulier dans les ressources de santé. Alors, en anesthésie et en réanimation, il y a beaucoup de domaines qui sont communs sur la robotisation: la pharmacologie ou l'administration, la préparation des médicaments, l'analyse automatisée, alors ça c'est tous les domaines qui sont très proches de l'IA, la logistique, c'est pas un facteur nouveau, l'hygiène, les gestes techniques qui n'ont pas encore beaucoup évolué. Et en réanimation, il y a la manipulation de patients et les biothérapies qui sont en train d'apparaître avec des perspectives intéressantes, notamment pour la biothérapie. Alors, comment on prédit aujourd'hui l'impact de la robotisation à venir? C'est une vision qui repose sur l'évaluation de la maturité technologique. Pour l'instant, on utilise les échelles TLR dans l'évaluation d'experts. Vous allez en voir une par la suite, les courbes de Gartner. Et on projette à partir de là des probabilités d'évolution à court, à moyen et à long terme. On prend en compte également l'impact sur la prise en charge des patients, qui va d'un impact nul, malheureusement, par exemple, les robots de mobilisation passive, qui sont commercialisés notamment en Europe, qui n'ont montré aucun intérêt, jusqu'aux robots disruptifs. Et là, on parle des nouveaux robots, par exemple, de biothérapie ou de nanothérapie. Et puis on prend en compte également l'impact économique. Et l'impact économique, aujourd'hui, dans les dernières explorations, et on le voit d'ailleurs dans les publications récentes, ça prend essentiellement en compte d'essayer de soulager la charge de travail des infirmières, puisque c'est un des problèmes du monde occidental, et donc d'automatiser tout ce qu'il peut l'être, comme le monitorage, la préparation ou le transport. Et on se rend compte que 30% du temps de travail des IDE sur cette étude allemande, c'est du transport. Ça traduit... diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, à court terme, en fait, on va avoir certains dispositifs qui sont soit commercialisés, soit en cours de commercialisation. Ce sont les échelles 8 et 9 de l'échelle TLR. Et dedans, on trouve la ventilation mécanique. Alors, j'en parlerai pas. C'est une technologie qui est très mature aujourd'hui, notamment avec un gros apport des technologies françaises via l'INRIA, mais qui est relativement, malheureusement, très peu utilisée en pratique. L'hygiène, la logistique, la préparation des médicaments, les robots de simulation et d'enseignement, dont je n'aborderai pas non plus aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'entretien et la logistique, c'est sûrement le domaine qui a le plus évolué à l'échelle mondiale ces dernières années. Il y a eu véritablement un boom suite au Covid dans la robotique médicale, et en particulier sur les robots d'hygiène, avec des ventes qui ont explosé sur l'épidémie de Covid, notamment aux États-Unis et en Asie, et maintenant quasiment tous les hôpitaux nord-américains sont équipés de ce type de robots de nettoyage
qui font le nettoyage notamment des services de réa ou des salles communes, et ils sont quasiment tous basés sur les lampes à UV. Et puis il y a les robots de transport. Alors c'est pas nouveau, mais les nouvelles générations commencent à arriver. Dans l'hôpital où je travaille, par exemple, ça fait plus de 15 ans qu'on en a, mais maintenant ceux qui arrivent sont encore plus performants. Ils ont tous démontré du gain de temps pour le personnel soignant et une diminution des coûts. Et on commence à les coupler avec des robots d'interface. Et notamment en Corée, il y a des robots qui sont utilisés largement et qui sont diffusés, qui font à la fois de l'interface soignant, de l'interface patient, et du transport de certains petits matériels. Diapo suivante. Au niveau de la préparation des médicaments, ça a commencé avec la chimiothérapie, puis finalement ça a commencé à diffuser. Il y en a très peu en France, mais il y en a en Europe qui sont commercialisés, qui équipent des hôpitaux. On peut préparer des médicaments, des solutés de perfusion, la nutrition parentérale ou personnaliser les solutions d'épuration extra-rénale. Vous avez 2 robots commercialisés représentés sur cette diapositive. Et ils sont même étendus dans les services de réanimation, avec notamment la préparation, comme vous le voyez sur cette vidéo, suivante, pour lancer la vidéo. Bon. Ça, c'est le robot d'Omnicell qui équipe certains services de réanimation. Alors, je n'ai pas connaissance qu'il y en ait en France, mais il y en a plusieurs en Europe, notamment en Italie. Sur les versions précédentes, qui ont conduit à ce type d'études, d'ailleurs à droite, où on a mesuré la performance de robots en termes de temps de préparation de médicaments. Et en fait, ils font aussi bien que l'homme. Et il y a un bénéfice économique à les utiliser quand on a de grandes quantités de médicaments à préparer. En revanche, quand on a de très faibles quantités à préparer, ils ont un surcoût qui conduit à limiter leur installation dans les services de réanimation. Et ils diminuent en théorie les erreurs de préparation. À moyen terme, on a 2 grandes technologies qui sont en train de maturer avec des démonstrateurs qui sont même au-delà du démonstrateur pour la boucle d'anesthésie. C'est la boucle d'anesthésie, ça c'est celle qui a été développée par l'équipe de Foch, qui sont en train de diffuser. Alors on peut automatiser de l'anesthésie sur la composante hypnotique, sur la composante analgésique, sur l'administration de curare. Mais on peut également automatiser le contrôle hémodynamique sur du remplissage vasculaire et l'administration de catécholamine. Il existe des solutions qui ont été développées et évaluées dans un grand nombre d'études maintenant, que ce soit en anesthésie ou en réanimation, beaucoup moins en réanimation, mais qui n'ont pas diffusé au-delà des concepteurs locaux en général, pour tout un tas de raisons, notamment le frein du risque d'emploi des personnels, mais également parce que en fait, ce qui sera vraiment disruptif, c'est l'arrivée des nouvelles boucles, des boucles multi-entrées, multi-sorties, qui vont permettre d'administrer plusieurs traitements. Alors là, à quoi ça ressemble? Ça, c'est la boucle, par exemple, qu'on utilise depuis plus de 10 ans maintenant au laboratoire. Elle n'a pas changé, donc elle comprend un dispositif qui va permettre d'avoir un monitorage, là c'est sur une tablette tactile, et d'administrer en guidant sur un ou plusieurs paramètres ciblés un certain nombre de thérapeutiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. On assiste également à l'émergence des interfaces, que ce soit les robots cognitifs ou les interfaces poissons. On entend énormément parler des robots cognitifs actuellement, notamment via les IA génératives. C'est très intéressant pour l'accès aux ressources en fait, documentaires et aux recommandations. Néanmoins, il n'y a aucune évaluation stricte et guidée de développement. Il y a une nouveauté chaque semaine sans qu'il y ait vraiment un contrôle médical sur ce qui se fait. Donc on sait que ces technologies sont matures. Par contre, quelle diffusion elles vont avoir en pratique, c'est difficile à évaluer. On a également les robots d'interface auprès des patients ou du personnel pour guider les familles, par exemple, divertir les enfants ou les sujets âgés, suivre l'évolution cognitive des sujets âgés hospitalisés, transporter du matériel ou des patients et faire de la téléconsultation spécialisée dans les centres qui ne le sont pas. Ça, c'est très répandu en Corée du Sud, un peu au Japon et un petit peu aux États-Unis, mais pas du tout en Europe. À plus long terme, on voit arriver plusieurs technologies qui sont en train de maturer. Au niveau de la manipulation fine, on voit que tout un pan de gestes techniques sont réalisables.
Alors, ils sont réalisables depuis une dizaine d'années, hein. Ça, c'est des dispositifs d'intubation robotisés qui sont ici semi-autonomes. Celui-ci, c'est le dispositif canadien qui est guidé par un homme à distance. Ça, c'est celui qui a été développé par la NASA. Ils sont beaucoup plus matures sur l'échographie en télémédecine, et il y a également des prototypes comme celui de l'INRIA qui permettent de réaliser de l'ALR. Ils ont un taux de succès pour l'intubation et pour l'ALR chez le patient qui est à peu près de 100% dans toutes les études. Par contre, ils ont des temps de réalisation du geste qui sont très prolongés, et ça va nécessiter des années avant de pouvoir s'améliorer. Au niveau des voies veineuses, il y a des performances qui sont beaucoup moins bonnes, et au niveau de l'examen clinique, on reste encore assez limité. Diapo suivante. Par contre, là où on assiste à une évolution majeure qui nous vient de l'oncologie et de l'hématologie, c'est tout ce qui est apparition de nouvelles biothérapies. C'est l'émergence des CAR-T-cells, avec un passage maintenant sur les maladies auto-immunes, les composantes inflammatoires, tout ça dans un contexte où on arrive à analyser les trajectoires cellulaires sur les défaillances d'organes. Et on voit émerger la personnalisation de traitement. Alors nous, on le voit avec l'utilisation au quotidien des CAR-T-cells, sur les profils, mais également sur l'évolution des patients. Et ça ouvre tout un nouveau champ de thérapeutique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Qui est en train d'émerger à partir de ça, et on voit apparaître des dispositifs qui font de l'analyse automatisée multi-omique qui sont extrêmement performants pour faire de l'analyse de cellules uniques, pour screener tout un tas de biomarqueurs, pour analyser en temps réel la recherche de pathogènes et faire des associations avec le profil immunitaire, et surtout pour fusionner les données entre le biologique et le monitorage. Associé à ça, on voit apparaître des nouvelles capacités de bioproduction en temps réel pour l'allo, voire en temps très raccourci pour l'auto. Et ce sont ce type de robots qui sont maintenant présents à l'hôpital. Ça, c'est celui de Miltenyi qui permet de fabriquer des CAR-T-cells, le Cocoon qui permet de fabriquer des CAR-T-cells, mais également d'autres cellules ou d'autres tissus, comme de la peau. Et ce type de robot, ça c'est le Blockprint, qui est un robot qui permet de faire de la bioimpression de peau de brûlé. Celui-là, c'est un modèle français, mais c'est en train d'exploser sur les organes isolés. Et enfin, il y a également les nanorobots qui sont en plein développement. Diapo suivante. Tout ça dans un contexte où on voit apparaître en fait l'émergence d'une capacité d'analyse de données qui va du moléculaire jusqu'au phénotype clinique du malade. Et là, on voit émerger les premiers jumeaux numériques qui sont en cours de constitution. Donc un jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle d'un patient ou d'une entité avec des variables réelles. C'est extrêmement utilisé en aérospatial et en aéronautique. Et on voit les premiers modèles qui sont en train d'être transposés à la médecine. Alors ça, pour avoir des jumeaux numériques de qualité, ça nécessite beaucoup de temps et d'investissement financier parce qu'il faut vraiment avoir des données d'une grande qualité. Mais ça permet déjà de faire de l'identification de phénotypes. Aujourd'hui, on fait des patients synthétiques, donc des patients qui sont générés artificiellement à partir de bases de données. On les couple avec des systèmes d'analyse statistique ou avec de l'IA pour faire de la simulation. Et aujourd'hui, on a les premières simulations thérapeutiques pour guider les biothérapies qui apparaissent en oncologie et qui demain vont probablement s'étendre à la réponse immunitaire, à la réponse inflammatoire. Et tout ça, ça ouvre surtout le champ en fait de la dynamique de la thérapeutique dans le temps qui va probablement pouvoir automatiser un certain nombre de réponses, en tout cas d'automatiser tout ce qui ne va pas avoir une variable sur laquelle on va pouvoir guider un traitement. Donc c'est tout un champ nouveau qui offre des perspectives particulièrement fortes. Diapositive. Et donc, en conclusion, on voit bien qu'il y a un fort potentiel de l'IA, de la robotisation, que ça ouvre tout un champ de questions éthiques et légales, mais la question qui revient le plus souvent depuis 10 ans que je développe les prototypes de boucles, c'est à chaque fois qu'on en met une dans le bloc opératoire, c'est est-ce que ça ne va pas me prendre mon travail? Et en fait, dans
il y a plein d'évaluations indépendantes qui ont été faites sur l'apport et sur le rôle, que ce soit en anesthésie ou en réanimation, et il n'y a aucun des cas où on voit aujourd'hui que ces robots puissent prendre une place significativement très importante dans le remplacement du rôle du soignant, quel que soit le stade, mais que par contre on envisage dans tous les cas une amélioration importante des pratiques. Je vous remercie de votre attention.